Il y avait un homme qui a fumé pendant 20 ans. Il a tout essayé pour arrêter. Des patchs à la nicotine, de la thérapie, des médicaments et même l'hypnose. Il a dépensé des milliers de dollars pour lutter contre cette habitude, et cela lui a pris des années de sa vie. Puis, il est allé au Japon pour le travail et a rencontré un vieux moine qui lui a enseigné quelque chose qui a tout changé. En 3 mois, il a complètement arrêté de fumer, non pas par la contrainte ou la force de volonté, mais totalement. Le moine lui a montré une voie tout à fait différente. Une voie qui semblait trop facile pour être vraie. Et si tout ce que vous saviez sur la rupture des mauvaises habitudes était faux? Et si l'acte même de lutter contre vos habitudes était ce qui leur donnait de la force? Et s'il existait un moyen pour que les habitudes disparaissent naturellement, sans combat épuisant, sans besoin constant de volonté et sans entrer dans un cycle infini d'essais et d'échecs? Les Japonais l'ont compris. Il y a quelque chose concernant la nature humaine que nous commençons tout juste à découvrir en Occident. Ils ne considèrent pas les habitudes comme des ennemis à vaincre. Ils ne croient pas à l'usage de la force contre soi-même. Au lieu de cela, ils ont développé un système doux qui travaille avec votre esprit et non contre lui. Et les résultats sont là. C'est là le problème de l'usage de la force. Nous voyons ce schéma partout dans les approches occidentales du changement. En janvier, nous nous inscrivons dans des salles de sport avec des programmes d'exercices intensifs, mais en février, nous abandonnons. Nous supprimons les applications de réseaux sociaux dans un élan de détox numérique pour les réinstaller quelques jours plus tard. Nous faisons de grandes promesses et fixons des normes impossibles, puis, sans surprise, nous ressentons de la honte lorsque nous échouons. L'approche japonaise part d'une idée totalement différente. Au lieu de voir les habitudes comme des ennemis à vaincre, ils les voient comme des schémas qui ont eu, autrefois, un but. Chaque habitude, même destructrice, a commencé comme une solution à un problème. Le fumeur qui attrape une cigarette dans un moment de stress y trouvait autrefois du réconfort. La personne qui mange excessivement la nuit et fait des crises de boulimie trouvait autrefois de la consolation dans la nourriture. Comprendre cela change tout. Il y avait autrefois un moine japonais qui luttait contre la colère. Chaque jour, de petits désagréments s'accumulaient, le poussant à exploser face à ses élèves. Il a tout essayé pour contrôler sa colère. Il a médité pendant des heures, répété des mantras, et a même jeûné pendant des jours. Rien n'a fonctionné. Plus il luttait contre sa colère, plus elle semblait se renforcer. Puis, un vieux moine lui a dit quelque chose qui a changé sa vie. « Arrête d'essayer de te débarrasser de ta colère, » dit-il. Au lieu de cela, sois curieux à son égard. Observe-la comme on observe un nuage passer dans le ciel. Lorsqu'elle arrive, remarque la sensation qu'elle provoque dans ton corps. Observez les pensées qui l'accompagnent. Mais ne jugez pas et ne luttez pas contre elles. Observez, tout simplement. Le jeune moine doutait que cela fonctionne, mais il a essayé cette approche. Lorsque la colère surgissait, au lieu de la réprimer, il notait silencieusement pour lui-même « Ing ». Il sentait où elle résidait dans son corps, souvent comme une chaleur dans sa poitrine et une tension dans sa mâchoire. Il remarquait les pensées qui alimentaient la colère, souvent des histoires sur la façon dont les choses auraient dû être différentes. En quelques semaines, quelque chose de surprenant se produisit. La colère commença à perdre de son pouvoir. En l'observant sans la juger, il avait créé une distance entre lui et l'émotion. Il pouvait ressentir la colère sans être contrôlé par elle. Finalement, la colère commença à venir moins fréquemment et, lorsqu'elle venait, elle passait aussi rapidement qu'un orage d'été. Comprendre l'impermanence. Ce principe constitue la base de l'approche japonaise pour rompre les habitudes. Ils comprennent que rien ne dure éternellement, y compris les désirs et les pulsions. Lorsque vous comprenez vraiment cela, tout change.
Le besoin de fumer passera. L'envie de vérifier votre téléphone diminuera peu à peu. L'envie d'alcool viendra et passera comme une vague. Pensez à la façon dont la plupart des gens gèrent ces envies. Quelqu'un qui essaie de renoncer au sucre, lorsqu'il ressent une envie de sucrer, soit il cède immédiatement, soit il essaie de se distraire. Les deux approches traitent l'envie comme une urgence à résoudre. La méthode japonaise propose quant à elle une troisième voie. Acceptez le sentiment de désir, ressentez-le pleinement, mais n'agissez pas en conséquence. Restez assis avec le sentiment d'inconfort, comme vous resteriez assis avec un ami triste. Soyez avec lui, mais n'essayez pas de le réparer. À Tokyo, un homme d'affaires a utilisé cette méthode pour se libérer de 20 ans de tabagisme. Au lieu de jeter ses cigarettes, il les a gardées dans son bureau. Quand l'envie de fumer survenait, il prenait une cigarette, la tenait, la sentait et vivait pleinement ce désir. Ensuite, il réglait une minuterie de 10 minutes et se disait qu'il pourrait fumer une fois que la sonnerie retentirait. Pendant ces 10 minutes, il ne se distrayait pas et ne luttait pas contre l'envie. Il s'asseyait simplement avec elle, observant comment le désir se déplaçait dans son corps comme une vague. Il remarqua qu'après environ 3 minutes, l'envie atteignait son intensité maximale, puis diminuait progressivement. Une fois les 10 minutes écoulées, l'intensité avait généralement diminué au point qu'il pouvait choisir de ne pas fumer. Ce n'était pas une question de volonté. Il s'agissait de comprendre la nature des désirs. Bien qu'ils semblent permanents sur le moment, ils sont en réalité assez brefs. La plupart des envies alimentaires durent de 3 à 5 minutes lorsqu'elles sont à leur apogée. Si vous pouvez traverser cette vague sans vous laisser entraîner au fond, vous découvrirez quelque chose de puissant. Vous n'êtes pas vos envies. Vous êtes la conscience qui les observe. L'art du Kaizen. Les Japonais ont un autre concept appelé Kaizen, qui signifie l'amélioration continue par petits pas. La culture occidentale aime les transformations dramatiques. Nous voulons passer d'une personne paresseuse à un marathonien du jour au lendemain. Nous voulons nous débarrasser d'un coup de toutes nos mauvaises habitudes et être des personnes totalement différentes d'ici lundi prochain. Cette pensée du « tout ou rien » nous condamne à l'échec. Le Kaizen adopte une approche opposée. Au lieu d'essayer de tout changer en une seule fois, il réalise un changement de 1% à chaque fois. Si vous voulez vous débarrasser de l'habitude de regarder la télévision pendant 4 heures chaque soir, vous ne pouvez pas tout arrêter brusquement. Vous réduisez de 5 minutes. C'est tout. Aujourd'hui, 5 minutes de moins qu'hier. Pour la mentalité occidentale, cela semble être un petit pas presque insultant. Nous voulons de grands changements et nous les voulons tout de suite. Mais c'est une mauvaise compréhension de la façon dont le cerveau change réellement. Les voies cérébrales qui soutiennent les habitudes ont été construites sur des années ou des décennies. Elles ne peuvent pas être détruites en une nuit. Elles doivent être restructurées progressivement. Et cela se produit par des actions petites et cohérentes. À Kyoto, une femme a utilisé la méthode Kaizen pour se libérer de son addiction au shopping. Elle n'a pas découpé ses cartes de crédit, ni promis d'arrêter de faire des achats pour toujours. Au début, elle a commencé à attendre un jour avant de faire un achat sur Internet. Si après 24 heures, elle voulait toujours le produit, elle pouvait l'acheter. Ce petit changement a commencé à briser l'habitude d'acheter immédiatement. Un mois plus tard, elle a augmenté le temps d'attente à 2 jours, puis à 3 jours. En l'espace de 6 mois, elle a commencé à attendre 1 semaine entière avant tout achat et s'est rendue compte qu'à ce moment-là, elle désirait rarement encore les produits. Cette approche graduelle fonctionne car elle ne déclenche pas le système d'alarme du cerveau. Lorsque vous effectuez des changements soudains, votre système nerveux perçoit cela comme un danger et oppose une résistance. Vous vivez cela sous la forme d'un désir irrésistible, d'anxiété
et d'une pulsion presque impossible à contrer pour revenir aux anciens schémas. Cependant, les petits changements passent inaperçus. Le cerveau ne les perçoit pas comme une menace. C'est pourquoi il n'y a pas de grande résistance. Le pouvoir du remplacement. Il y a aussi le concept de ikigai, votre raison d'être. De nombreuses habitudes perdurent parce qu'elles comblent un vide dans notre vie. Nous fumons parce que nous sommes stressés. Nous mangeons de manière excessive parce que nous sommes seuls. Nous naviguons sur les réseaux sociaux par ennui. Tant que nous ne traitons pas le véritable besoin sous-jacent, abandonner cette habitude laisse un espace vide qui attend d'être comblé. L'approche japonaise suggère de trouver ce qui donne réellement du sens à votre vie et de remplacer progressivement l'habitude destructrice par quelque chose qui vous convient. Il ne s'agit pas seulement de remplacer une chose par une autre, il s'agit de découvrir ce que vous cherchez réellement à travers une habitude et de trouver un véritable moyen de satisfaire ce besoin. Un programmateur qui consommait trop d'alcool chaque soir a découvert, au cours d'un processus de réflexion, qu'il n'était pas dépendant de l'alcool en soi, mais de l'effet facilitateur qu'il lui procurait pour passer du stress du travail au temps personnel. L'alcool était pour lui un rituel de changement de vitesse. Une fois qu'il eut compris cela, il développa un nouveau rituel de transition. Il mettait des vêtements confortables, préparait du thé et dessinait pendant 10 minutes quelque chose qu'il aimait depuis son enfance, mais qu'il n'avait pas pratiqué depuis des années. Il ne s'agissait pas seulement de substituer une habitude à une autre, il s'agissait de comprendre un besoin plus profond et d'y répondre d'une manière alignée avec ses véritables valeurs. Le fait de dessiner l'a réuni avec sa propre facette créative. À mesure que cette tendance positive se renforçait, l'attrait de l'alcool s'affaiblissait naturellement. La pratique de l'autocompassion. Les Japonais comprennent également quelque chose de crucial concernant la honte et l'autocritique. En Occident, nous essayons souvent de nous motiver par de dures autocritiques. Lorsque nous commettons une erreur, nous nous qualifions de faibles. Nous utilisons la honte comme un fouet pour nous pousser vers l'avant. Cependant, la honte ne crée pas de changement durable. Elle génère un cycle de rébellion et d'autosabotage. Lorsque vous vous faites honte pour une habitude, vous créez une division interne. Une partie de vous devient le critique sévère, tandis que l'autre devient l'enfant rebelle. Ces parties luttent entre elles et gaspillent une énergie immense qui pourrait être utilisée pour un changement réel. L'approche japonaise met l'accent sur l'autocompassion. Lorsque vous faites une erreur, vous devez vous traiter avec la même gentillesse, la même compréhension et le même encouragement doux à essayer de nouveau que vous le feriez pour un bon ami en difficulté. Il ne s'agit pas de se chercher des excuses ou d'échapper à ses responsabilités. Il s'agit de comprendre que le changement durable ne vient pas de la haine de soi, mais de l'acceptation de soi. Vous ne pouvez pas devenir quelqu'un que vous aimez en vous détestant. Vous ne pouvez progresser que sur une base de respect de soi et de compassion fondamentale. Une enseignante souffrant de troubles alimentaires émotionnels a découvert ce principe après des années de régime raté. Chaque fois qu'elle mangeait quelque chose de mauvais, elle se punissait par des paroles dures. Cela ne faisait que la faire se sentir plus mal et déclenchait davantage de crises alimentaires émotionnelles. C'était un cycle sans fin. Elle a appris une nouvelle forme d'acceptation de soi. Lorsqu'elle mangeait de manière excessive, au lieu de se lancer dans la critique, elle notait simplement ce qui s'était passé, sans jugement. J'ai mangé plus que ce dont mon corps avait besoin. C'est un fait, pas une faille morale. Puis, elle commençait à s'interroger. Que ressentait-elle avant de manger? Quel besoin essayait-elle de combler? Ce questionnement doux, libéré de la honte, lui a permis de commencer à reconnaître ses schémas. Elle mangeait de manière excessive lorsqu'elle ne se sentait pas appréciée au travail, lorsqu'elle était seule le week-end ou lorsqu'elle s'inquiétait pour l'argent. Grâce à cette prise de conscience,
elle a pu commencer à traiter les problèmes réels au lieu de simplement combattre le symptôme et de construire de nouvelles pièces. Le système japonais reconnaît également que rompre une habitude ne signifie pas réellement briser quoi que ce soit. Le but ici est de construire quelque chose de nouveau. Plutôt que de détruire un ancien schéma, vous allez au-delà. Tout comme un arbre grandit autour d'une clôture jusqu'à ce que celle-ci devienne insignifiante, vous développez de nouveaux schémas qui rendent les anciens inutiles. C'est pourquoi les Japonais se concentrent sur la création de routines positives plutôt que sur l'élimination des routines négatives. Ils comprennent que la nature n'aime pas le vide. Si vous éliminez une habitude sans la remplacer par quelque chose de significatif, vous créez une situation instable. L'ancien ordre reviendra probablement car il a une fonction, même si cette fonction est simplement de combler le temps ou de fournir un confort familier. Pensez aux habitudes comme à des sentiers bien tracés dans la forêt. Vous avez tellement parcouru le même chemin que la voie est désormais dégagé et facile à suivre. Même si le chemin mène désormais à un endroit où vous ne voulez plus aller, vos pieds le suivent naturellement car c'est la voie de moindre résistance. Vous ne pouvez pas effacer le chemin ainsi, mais vous pouvez en créer un nouveau. Au début, le nouveau chemin est difficile. Vous devez passer à travers les branches, avancer prudemment sur un sol inconnu. Cela demande un effort conscient et de l'attention. Mais chaque fois que vous empruntez le nouveau chemin, cela devient un peu plus facile. L'herbe s'écrase. Les racines deviennent plus visibles. Pendant ce temps, l'ancien chemin inutilisé commence à se recouvrir. Finalement, le nouveau chemin devient un choix naturel et facile. C'est exactement ainsi que fonctionnent les voies cérébrales. Plus vous utilisez certaines connexions, plus elles se renforcent. Moins vous en utilisez d'autres, plus elles s'affaiblissent. Le changement n'est pas une question de volonté, c'est une question de répétition. Il s'agit de parcourir patiemment le nouveau chemin, encore et encore, jusqu'à ce qu'il devienne automatique. Un homme luttant contre l'addiction aux réseaux sociaux a appliqué ce principe d'une manière vraiment ingénieuse. Au lieu de supprimer toutes ses applications et de compter sur sa volonté, il a créé une nouvelle routine matinale. Il a posé un livre à côté de son lit, là où son téléphone se trouvait habituellement. Le matin, au lieu de se jeter immédiatement sur son téléphone, il lisait une page. Cela semblait presque trop simple pour fonctionner, mais c'est précisément pour cela que cela a marché. Lire une seule page était si facile qu'il ne ressentait aucune résistance à le faire. Et après avoir lu une page, il avait souvent envie d'en lire davantage. En un mois, il avait commencé à lire 30 minutes chaque matin. L'habitude de faire défiler l'écran de son téléphone n'avait pas été éliminée par la force. Elle avait été remplacée par quelque chose de plus satisfaisant. La voie à suivre. Les Japonais comprennent que le changement durable se produit en harmonie avec votre nature, et non en s'y opposant. Vous ne vous conquérez pas vous-même. Vous ne vainquez pas vos faiblesses. Vous devenez simplement une version plus complète de la personne que vous êtes déjà. L'habitude que vous voulez rompre n'est pas votre ennemi. Elle est un enseignant qui montre le point où vous êtes en désaccord avec votre moi véritable.